si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Alors c'est un podcast qui nous invite à nous connecter à l'essentiel et à nous découvrir. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. C'est avec beaucoup d'émotion que je clôture cette première saison, 12 épisodes magiques, avec des invités impressionnants. Vous avez été des milliers à écouter ces histoires, leurs histoires, durant ces dernières semaines, et vos commentaires, vos messages nous ont profondément touchés. J'espère en tout cas que celles-ci trouveront encore écho chez d'autres personnes, et que comme à votre habitude, vous n'hésiterez pas à partager les liens. Je tiens notamment à vous remercier. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Deezer, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous reçoit. Alors aujourd'hui, c'est pour cette fin de saison qui est assez spéciale. Mon invité est ma mère et je sais que vous avez beaucoup attendu cet épisode et je vous en remercie. Ma mère s'appelle Léocadie, d'autres l'appellent Tecle, mais et elle est en train de parler. Mais généralement on l'appelle soit Léo, soit Caddy. C'est deux petits surnoms. Bonsoir maman. Bonsoir Diane. Alors, comment ça va? Oh là là, elle peut impressionner, hein. Mais on est chez toi. De toutes les façons, ravi d'être en face de toi, hein. Ça, j'attendais bien ce moment. Voilà. Alors, c'est assez marrant parce que c'est ton image que j'ai utilisée depuis le début. Tu ne sais pas vraiment... Tu m'as jamais vraiment vu à l'action dans mon travail. Là, tu expérimentes un peu aussi l'envers du décor et j'espère qu'en tout cas, notre conversation sera agréable et pour toi, et pour moi, et pour nos auditeurs. Alors, maman, il y a toujours une question la première d'ailleurs, que je pose toujours à mes invités, qui est de savoir ce que, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te le dise, et qu'est-ce que tu aurais aimé donc que Mbombo, qui veut dire donc grand-mère, en Bassa, te dise. Alors, pas facile cette question, hein. Mais j'aurais quand même voulu que maman me dise, qu'elle m'encourage sur le chemin du mariage. Qu'elle m'encourage. J'aurais voulu vraiment que ma mère me prenne et me dise, maintenant, écoute ma fille, il est grand temps que tu te poses, que tu te maries. Vu qu'elle était croyante, pratiquante. Mais je pense que si elle ne l'avait pas fait, c'est parce qu'elle avait peur de me perdre. En tant que son dernier enfant, en tant que son homonyme, elle aurait bien voulu que je sois toujours à ses côtés. Donc, mais j'aurais vraiment voulu qu'elle m'encourage sur ce chemin-là, cette voie-là. Parce que quand les années passent, on a des choses dans la vie qui nous arrivent. Après, on ne sait pas le pourquoi, mais avec le recul, on se dit, est-ce que c'est parce que maman n'a jamais été pour le mariage? Est-ce que on se pose des questions? Mais bon, voilà. D'accord, maman. Alors, tout d'abord, j'ai ton portrait de si maman m'avait dit devant moi qui me regarde. C'est assez intéressant pour les auditeurs. La photo que vous connaissez du podcast est en train de me regarder et j'ai ma mère en face de moi. C'est un peu un contexte intriguant. Maman, oui. Tu peux nous parler de ton enfance? Tu es la Benjamine d'une famille de combien d'enfants? Où tu es née? Où tu as grandi? Alors, je suis la Benjamine d'une fratrie de 11 enfants, dont je suis la 11e. Je suis née au Cameroun, ça tu le sais, je suis ta mère. N'oublions pas, hein, j'ai ma fille en face de moi. Hein. Donc, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mes études au Cameroun, une partie d'études au Cameroun. J'ai été, comme tu le sais bien, hein, à une période de ma vie, j'ai été beaucoup dans la mode, dans le mannequinat. Donc, je pense que certains auditeurs, ceux qui me connaissent, certains vont me reconnaître. Peut-être te diront que oui, on connaît ta maman parce qu'elle était comme ceci, comme cela. Voilà. Tu as grandi où? C'est-à-dire, coupons un peu, ton enfance s'est déroulée où? Alors, mon enfance s'est déroulée dans une ville qu'on appelle Idéa, dans la Sanaga maritime, pas très loin de Douala.
où je garde toujours une très 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 bonne relation avec tous mes amis d'enfance. Donc EDEA, c'est ma base un peu, en fait. EDEA, c'est ma base. Et c'était comment ton enfance? Ton père, il faisait quoi? Ta mère faisait quoi? Comment tu trouvais ta place en tant que Benjamine de 11 enfants? Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu étais le plus proche? Comment tu as grandi? Mon père était un très grand instituteur à EDEA qui s'appelait Locmo Jean-Baptiste. Ma mère, à l'époque, c'était femme au foyer. J'ai toujours été un enfant chouchouté, en fait. Comme tout le monde le sait, quand tu es le dernier enfant, tous les yeux sont virés sur toi, en fait. Mais, un autre côté, on a envie de te préserver. J'ai été toujours chouchoutée, même à l'heure actuelle, je reste toujours chouchoutée. Même comme je n'ai plus mes parents, je resterai toujours la chouchoute de la famille. Donc, tu as grandi avec tous tes frères et sœurs ou finalement tu étais la dernière, certains de tes frères étaient déjà partis? C'est quoi être chouchouté par... Moi, je sais que grand-père était sévère. Qu'est-ce que tu veux dire par chouchouter? Chouchouter, c'est quoi, par tes frères et sœurs ou même par grand-père? Grand-père était sévère. Sévère, c'est trop dire. C'était un enseignant qui ne voulait que du bien de ses enfants. On ne peut pas appeler ça sévère, puisque j'applique la même chose avec toi. J'applique la même chose avec toi. Donc, c'est pas la sévérité. Maintenant, étant la 11e sur 12 enfants, bon, tu sais très bien que 11e, avec l'écart d'âge qu'on a, les autres qui étaient partis. Mais ils partaient, ils revenaient, mais ils venaient toujours me chercher. Donc, les vacances, c'était toujours chez mes grandes sœurs, mes grands frères. Donc, voilà. Donc, quand tu étais petite, tu rêvais de faire quoi à EDEA? De cette petite ville d'EDEA qui se situe entre Douala et Yaoundé, tu rêvais de quoi? Alors, je te dirais déjà que mes rêves ont été réalisés. Déjà. J'ai toujours rêvé d'être mannequin. J'ai toujours rêvé d'être informaticienne. Et j'ai réalisé mes 2 rêves. Et ça, tu le sais très bien. Oui, maman. Mais il y a des auditeurs qui ne savent pas. Oui, mais comment quand on grandit dans un village au Cameroun, qui est une ville aujourd'hui, mais comment on se projette mannequin? Tu avais des magazines, tu avais la télé. Comment tu savais que ça existait? Oui, à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé, mais il y avait les magazines que d'ailleurs, toi, quand tu es venu en France, tu lisais. On regardait, je sais plus, c'était les hockey à l'époque, où tu avais les correspondants, où tu avais les stars. Et là, j'avais toujours mes stars préférées que je n'oublierai jamais. Il y avait Étienne Dao, il y avait Lara Fabian. Et côté mannequinat, moi, j'étais toujours fan de Claudia Schiffer. Ça, et voilà, je pense que quand on grandit, quand on a 10, 12 ans, 15 ans, un peu ado, un peu plus mature, oui, on a des rêves, on rêve, et à un moment donné, on réalise ses rêves. Et pourquoi informaticienne? Et l'informatique, parce que je m'intéressais toujours aux nouvelles technologies qui nous entouraient. Donc tu étais dans l'air du temps, et puis en même temps, tu étais entourée par des personnes qui évoluaient dans ce milieu. Voilà, aussi, oui. À quel moment, même avant de revenir à ta réponse concernant la question de si maman m'avait dit, à quel moment tu parles du foyer familial d'EDEA? Alors, quand je parle d'EDEA, j'ai quel âge? Je dois avoir dans les 18 ans. Et c'était difficile, c'était difficile. De partir C'était difficile de partir. C'était difficile de quitter mes parents. Ça, c'est sûr. Mais il y avait un autre côté. Il fallait que je continue avec mes études. Donc, je suis partie d'EDEA pour aller à Yaoundé, où je suis allée au collège Madeleine, où je vivais avec ma grande sœur Suzanne, que tu connais, qui jouait le rôle de maman. Et après Yaoundé, j'ai fait Douala où je me suis alors beaucoup plus lancée dans le mannequinat avant ta naissance. D'accord. L'école, c'est ton truc? L'école, c'était mon truc, oui et non. Oui, parce qu'ayant un papa instituteur, il fallait absolument que tu aies des diplômes, que tu apprennes, mais vraiment, c'était pas trop mon truc. Vraiment, mon truc, c'était un peu, oui, m'évader, c'était mon monde, mon monde, c'était... Tu étais une jet-setteuse, maman? Oui, j'adore toujours. C'était mon monde. Donc, mon monde de mannequinat, oui, c'était ça. Mon monde, c'était pas trop l'école. Bon, bien sûr que de nos jours, il fallait bien continuer à apprendre, mais c'était pas trop mon point fort. J'étais un peu... Tu étais têtue, maman? Oui, apparemment, les gens me disent souvent que j'étais têtue. Et comment,
grand-père instituteur qui avait notamment élevé ses frères et sœurs qui étaient successful, avait élevé ses enfants. Comment il a vécu le fait que tu ne rentres pas dans le carcan, je sais pas, pour être avocate comme ta grande sœur, pour être institutrice comme une autre de tes sœurs. Comment il a vécu le fait que tu sois dans ton monde de jet-setteuse? Ah, parce que, bon, ayant quand même 11 enfants, tous les 11 ne pouvaient pas réussir que être avocate ou professeur ou je ne sais pas quoi d'autre. Il sait quand même que quelque part, j'ai réussi. Je n'ai pas fait que le mannequinat, puisque à un moment donné, j'ai beaucoup fait des études sur l'informatique. Donc voilà. Oui, mais... Avec le computer, donc au moins là, j'ai réussi. Mais je pense que papa aurait voulu que... Qu'est-ce qu'il aurait voulu que tu fasses? Je pense que papa aurait voulu me voir aussi dans son côté instinct, en fait. Puisqu'il n'a jamais voulu, il ne souhaitait pas que je sois une fille, hein, puisque étant petite, il fallait toujours que j'ai les cheveux coupés. Pour lui, son dernier enfant, moi, devait être un garçon. Donc pour info, déjà, j'ai grandi toujours avec les cheveux courts, hein, parce que pantalon, parce qu'il fallait. Lui, c'était, voilà. Mais attends, tu étais donc une... Enfin, tu étais une fille. Mais une FG, fille-garçon, comme on appelait. C'est quoi ça, fille-garçon? FG, fille-garçon, toujours avec les cheveux courts et pantalon. C'est quoi vraiment? Avec une raie, en fait. Hein, papa me faisait toujours une raie. Puisque lui, il aurait voulu que son dernier enfant, moi, soit un garçon. Comment tu sais ça? Mais je sais ça parce qu'il y a les photos. Oui, mais comment tu sais qu'il aurait voulu que tu sois un garçon? Mais parce qu'il a... Bon, il a dit, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas. Attends. Il a dit quoi? Comment il a dit? Nous sommes 11 enfants, il y a 3 filles, il y a 3 garçons, 8 filles. Ça fait quand même beaucoup. Donc, il aurait vraiment... Mais maman, c'est quoi alors quand on a un parent qui veut qu'on soit une fille? Je veux dire, là, on est en France. En France, ça peut être traumatiser un enfant. Mais toi, oui. Si toi tu prends du recul aujourd'hui en tant que personne adulte, est-ce que toi tu as ressenti que ton père voulait que tu sois une fille, enfin un garçon, et que c'est pour ça que tu as voulu après être ultra féminine? Ou pas du tout? C'est comme si tu as rattrapé le temps quand je te vois aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça ne m'a pas marqué. Hein. Ah non, pour toi c'est logique et puis c'est pour moi c'est logique. Peut-être qu'il aurait voulu que son dernier enfant soit un garçon. C'est pour ça qu'il m'habillait toujours en pantalon, cheveux courts avec l'arrêt. Mais ça ne m'a pas, non, ça m'a pas affecté du tout. Hein. Surtout pas, du tout. Ok, bah tant mieux d'ailleurs. Du tout. Est-ce que aujourd'hui, en tant que maman ou personne adulte, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis que est-ce que ton père, tu penses, est fier de ton parcours? Tu dis? Est-ce que tu penses que ton père est fier de ton parcours? Oui. Est-ce que tu penses que là où il est fier de ton parcours? Là où il est fier de mon parcours, oui. Il se dit oui, sa fille a réussi, oui. Il est fier. Alors, tu vas à Yaoundé, chez tes assos, ensuite tu décides d'aller à Douala pour suivre ton rêve majeur, c'est-à-dire être mannequin. Comment ça se passe? Alors, j'arrive à Douala. Effectivement, je me lance... Tu as quel âge? J'arrive à Douala, j'ai 22 ans. Mm-hmm. Je m'inscris... à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'agences. Hein, je dirais avec 2 agences. Hein. Je me lance dans cette agence. En dehors de l'agence du mannequinat, déjà, j'étais dans l'agence de Shell Oil. Hein. J'espère que beaucoup de gens savent ce que Shell... oui. Voilà. Où j'avais été élue Miss. Et je suis restée ambassadrice de Shell pendant au moins 5 ans. À chaque fois qu'il y avait une foire automobile, j'étais toujours l'ambassadrice de Shell. Mm-hmm. Oui. D'ailleurs, c'est étant une anecdote. C'est étant ambassadrice de Shell où Diane Audrey, qui est en face de moi, n'était pas encore née, que j'ai vu une petite fille. J'ai entendu comment on l'appelait Audrey. Et puis j'ai décidé le jour où j'aurai une fille, je l'appellerai Audrey. C'est comme ça que ton prénom Audrey, grâce à Shell, que j'ai entendu Audrey, et j'ai juste rajouté Diane. Je ne savais pas. Ouais. Voilà une petite anecdote. Oui. Ah, c'est marrant. Et donc tu deviens ambassadrice de Shell. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 5 ans, je travaille chez Shell Oil. Pendant que je travaille chez Shell. Donc tu es ambassadrice et tu travailles aussi chez Shell? Oui, parce que étant élue Miss Shell, et 5 ans d'ambassadrice, j'ai travaillé pour eux pendant 2 ou 3 ans. D'accord. Oui. C'était dans le package qui faisait de toi ambassadrice? Oui, et je travaillais dans le service informatique, effectivement. D'accord. Et parallèlement, je faisais beaucoup de défilés de mode. De quel créateur, par exemple?
Alors, il y a beaucoup de créateurs. Hein. Il y a Madame Gand qui est décédée. Il y a, je dirais, bon, il y a beaucoup de Tu as parlé de Djeman aussi. Djeman, oui, il est décédé aussi. Il y avait Chamambo, il y avait... j'en oublie certains. Mais mon plus grand créateur, c'était Paco Rabanne. Et c'était à l'hôtel Sawa, je n'oublierai jamais ce jour. Il m'avait impressionné. Raconte un peu cette expérience. Alors, cette expérience, quand on nous annonce qu'il y a un grand couturier français qui arrive au Cameroun pour un événement de taille à l'hôtel Sawa, et qu'on vous demande, qu'on vous choisisse, puisqu'il y avait beaucoup de mannequins. Maintenant, c'est le choix. Il faut faire un choix, il faut faire un tri pour passer devant ce couturier. Et il faut que même ce couturier valide aussi ces mannequins. Moi, quand on me choisit, oui, je fais le signe de croix. Parce que je me dis, pourquoi moi? Bon, pourquoi moi? J'avais confiance en moi aussi, hein, en même temps. Donc, quand je défile devant, il devait avoir peut-être, je dirais 400 ou 500, parce que c'était une soirée vraiment privée, devant Paco Rabanne, je me revois avec un tailleur du tissu basin blanc, avec un chignon queue de cheval. Ce monsieur qui se lève, il m'applaudit, je dis waouh. Ça, il faut le faire parce que seul, je sais qu'il y a très peu de personnes, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas, mais il y a très peu de personnes, heureusement que j'ai un groupe d'amis qui assistent à mes défilés de mode, qui peuvent en témoigner, y compris toi, puisque à l'époque, si ma mémoire est bonne, tu devais être né, tu étais déjà né, mais tu étais bébé. D'accord. Donc ça, c'était ma plus belle expérience, que j'aimerais même, mon souhait d'ailleurs, un de ces 4, c'est de reprendre ce chemin-là, en fait. Ah, intéressant. Pour aider d'autres personnes. J'aimerais me revoir une fois avant ma retraite, sur un podium, défiler, parce que je sais que j'en suis capable. Et je pense que si je refais ça, ce sera mon plus beau cadeau, je dirais... oui, c'est mon plus beau cadeau. Ah, mais écoutez, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast, écoutez, feel free d'inviter ma maman à défiler pour qu'elle réalise un autre de ses rêves. À quel moment, enfin, donc quand tu m'as eu, parce qu'on saute les étapes, entre tes 22 ans, tu rentres à Douala, où tu fais du défilé, tu en vis. Après, tu m'as eu et tu as continué à défiler. Je continue à défiler, oui. D'accord, donc tu as eu, toi, tu accouches, ton corps redevient... Mon corps redevient, ah oui, oui, oui. J'accouche, je reprends le défilé 6 ou 8 mois après, hein, oui. C'était important pour toi? C'est important, même pas que c'était, j'y suis toujours là. C'était important pour moi, oui. C'était une façon d'évacuer tout ce stress du Cameroun à l'époque et de m'évader moi-même psychologiquement, oui, ça me faisait du bien. Et je m'en sortais énormément bien. Alors, maman, comment tu qualifierais la jeune femme de 22 ans que tu étais, si tu avais des qualificatifs? C'était une jeune femme qui avait plein d'ambitions, qui a toujours ses ambitions, et une jeune femme à 22 ans de mon époque qui avait réussi, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu te dis que tu avais réussi à 22 ans? Parce que j'étais autonome, déjà. À 22 ans, j'étais autonome, contrairement peut-être aux jeunes d'aujourd'hui. J'étais autonome, je ne comptais pas sur mes parents. Oui, à 22 ans, j'étais autonome, hein, puisque... C'est l'âge où j'avais rencontré ton papa. Hein. Attends, donc à 22 ans, tu as mis 3 ans avec mon père avant de m'avoir? Quelle question! Tu peux rencontrer quelqu'un et puis après, vous vous revoyez. Oui, mais maman, je pensais que tu avais connu mon père peut-être à 24 ans ou à 23 ans. 22, 23, c'est pareil. Hein. Oui, mais je ne pensais pas qu'il y avait une longue durée entre le moment où tu l'avais rencontré et le moment où tu m'as conçu. Si. Il y a eu quand même un abattement de 2 ans. Ah, bon, wow. Ça rentre là. Ah, voilà. C'est marrant. Ah, voilà. Bah écoute, si maman m'avait dit, nous on aime rentrer dans le concret. Alors, chers auditeurs, vous savez, nous sommes camerounaises, entre guillemets, nous sommes africaines. Et il y a plein de choses qu'on peut dire, il y a plein de choses qu'on peut pas dire. Donc, de base, je vous prierai, si ma mère, à des moments, n'a pas envie de rentrer dans des détails, de comprendre, en tout cas. J'essaie de la secouer pour qu'elle puisse s'ouvrir, mais c'est pas toujours évident.
parce qu'on a des codes, parce qu'on a une société et qu'on apprend au fur et à mesure. Et c'est le principe de si maman m'avait dit. Maman, comment tu rencontres papa? Parce qu'en fait, je vais rebondir à ta réponse que tu as dit. Tu aurais voulu que Bombo t'accompagne, en tout cas, dans une vie potentiellement maritale. Ouais. Et comme je ne connais que mon père et que je n'ai pas envie de savoir si tu as eu d'autres choses à part mon père, et je suis persuadée que non, maman. Ah, maman, tu n'as pas eu d'autres gars à part mon père. Comment tu as rencontré mon père? Tu avais 22 ans. Oui, 22, peut-être 22 et demi ou 23. Oui. Je l'ai rencontré comme on peut rencontrer quelqu'un. Je dois entrer dans les détails. Comment je l'ai rencontré? Oui, maman. C'est le bon Dieu qui me l'a envoyé. C'est tout. Oui, maman. Tu faisais quoi? Vous vous rencontrez comment? À un défilé? Non. Non, mais quand j'avais rencontré ton papa, c'est vrai, j'étais déjà mannequin, mais on s'est rencontrés... Oui, comme ça, dans un bled où il passait, où je passais aussi. Donc, et il a eu le coup de foudre? Il a eu le coup de foudre. Il a eu le coup de foudre, pas toi. Toi, c'est venu après. Oh, ben, je pense que oui, on avait eu un coup de foudre. C'est ça. Et comment ça s'est passé? Comment tu as su que c'était lui qui allait peut-être être le père de tes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous, maman, dis-nous les choses. À l'immédiat, tu ne peux pas savoir si la personne qui est en face de toi sera le père de tes enfants. Oui, donc là, tu croises papa dans un quartier de la ville de Douala. Il me voit, il s'arrête. Il te voit, il s'arrête. Il était dans la voiture, il s'est arrêté. Voilà, toi tu marchais, tu étais seule? J'étais seule, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête, il me dit bonjour, il me demande s'il peut me déposer, vous allez où? Comme tout le monde, hein, il me dépose. Hein, deux pâtés de maison. Donc, est-ce que toi, chez moi aussi, je te dis que je marche dans la rue, un gars s'arrête, il me demande où je vais, tu vas me dire... Ce n'était pas la même époque, hein. C'était pas la même époque, hein. Et donc, il te dépose où tu vas et vous discutez. Et il me dit, voilà, il a acheté un terrain à tel endroit, il vient voir son chantier. Et puis, voilà. Mais et comment vous faites pour vous revoir? À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables? Il n'y avait pas le téléphone, mais il savait où il m'avait déposé. Donc, il pouvait... il pouvait passer... il pouvait passer, me faire un petit coucou, c'est comme ça. Attends, maman, parce que j'aimerais comprendre un peu comment la drague se passait il y a une trentaine d'années. Donc, où on te déposait? Après, tu dis quoi? Que tu rentres tous les jours à 16h, comme ça la personne sait que s'il passe à 17h, il va te trouver. Il n'y avait pas le téléphone portable, mais il y avait les téléphones fixes, puisqu'il y avait les cabines téléphoniques, donc toi, tu pouvais appeler quelqu'un. Voilà. Et il y avait des maisons qui avaient des téléphones aussi en même temps, hein, donc... Ok, donc voilà. À cette époque, tu vivais avec Tata Sou ou pas du tout? Tu vivais où? Non, je vivais à Bonamoussali, mais tu sais, comme Tata Sou, ma soeur habite à la Cité des Palmiers, donc voilà, elle est chez ma soeur. D'accord. Alors, comment ça se construit? Moi, je veux tomber sur la question à laquelle tu as répondu. Hein. Alors, ça tombe comment là? Et effectivement, quand il passe dans son chantier, quand je suis là, il s'arrête. Oui, c'est comme ça qu'un jour, on prend un verre en discutant. Ça tombe que c'est un docteur en informatique qui me demande ce que je fais, qui me pousse à me remettre dans les études. Ça, je n'oublierai jamais ça. Et c'est comme ça que je me lance dans le monde informatique. Je Bulle Computer à Bonanjo à l'époque. Voilà, donc... Est-ce que c'est ça qui t'a fait aussi apprécier papa, le fait de te dire qu'il pouvait t'accompagner à te réaliser? Effectivement, ça, oui, il m'a accompagné. C'est-à-dire, il a vu une jeune fille, il a dit, voilà, une jeune fille, elle est belle, elle a tout pour réussir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, viens, allez, je te mets dans le monde informatique. Et c'était comme ça, et je suis sortie avec le diplôme qu'il fallait. Hein. Et voilà, et j'ai travaillé dans le domaine informatique beaucoup, toujours grâce à lui. Et d'accord. Donc, c'est pour ça que je te disais... Mes deux rêves, oui, j'ai réalisé mes deux rêves. Très bien. À quel moment alors cette personne que tu as croisée qui te motive à aller faire des études en informatique devient ton gars et devient mon père? Mais oui, maman, je veux comprendre. Il devient quoi? C'est quoi ce langage là? Il devient ton gars, ton père. Il devient ton chéri. Oui, mais déjà, par rapport à l'époque d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui était porté que la femme. Lui, il voulait mon avenir, mon bien en fait. Il m'a poussé pour continuer mes études, tout ce que je voulais, que venir en Europe, n'importe où. Il finançait. Et c'est vrai, après maintenant, il y a un autre côté faiblesse qui arrive plus tard. Hein. On peut pas dire quand est-ce que c'est arrivé, et c'est arrivé. Hein. D'accord. C'est tout. Mais lui, il était porté déjà
sur mon avenir. Donc, c'était ça. C'était un peu le fait d'avoir un partenaire de vie, une personne qui peut te porter pour grandir, avec qui tu peux cheminer. Oui, et peut-être, étant docteur en informatique, peut-être il voulait que tout le monde fasse informatique comme lui, hein. Mais bon, ça n'a pas trop changé avec ses enfants. Voilà, c'est ça. À quel moment alors tu aurais aimé, parce qu'avec mon père, vous n'avez pas été mariés, vous avez eu 2 enfants, Marion et moi, à quel moment tu aurais aimé que Mbombo t'accompagne? Comment tu as eu l'impression qu'elle ne l'a pas fait? Pourquoi elle ne l'a pas fait selon toi? Alors, quand je rencontre effectivement... Monsieur mon père. Oui, monsieur ton père. Ou maman étant sa dernière fille, son dernier enfant. Ma mère et moi, hein, on était fusionnels, hein, comme tu es avec moi. Hein. Donc il y a des choses que je ne pouvais pas lui cacher. Donc elle n'était pas d'accord pour cette relation. Mais quand on aime quelqu'un, des fois on n'écoute pas les parents. Hein. C'est bon. C'est bien sans être bien. Après vient ta naissance et maman était toujours en retrait, sincèrement, et serait là. D'ailleurs, je lui disais ça tout le temps. Et elle me le disait. Donc, ce n'est même pas qu'elle me cachait. Elle me disait carrément, je ne veux pas que. Stop, tu t'arrêtes là. Je ne veux pas. Mais j'aurais bien voulu qu'elle me dise, écoute ma fille, je constate que vous vous aimez. Et voilà, si c'est possible que vous finalisez telle ou telle chose, je serai toujours avec toi. Mais non, elle n'a jamais sorti ça. Malgré que je lui disais que, de toute façon, hein, que ce soit Bamileke ou quoi, tout le monde est méchant dans la vie, ce n'était pas son problème. Elle avait déjà mis un veto, malgré qu'il y avait les enfants. Elle aimait ses petits-enfants, mais il y avait cette barrière-là. Je pense que si elle m'avait accompagnée, je pense que je serais aujourd'hui avec votre père. Je ne dis pas qu'elle y est pour quelque chose, mais un tout petit peu quand même. Parce que quand ta maman te dit accepte tes enfants et n'accepte pas l'autre malgré, non, ça fait un blocage, hein, mais... Alors, Et ça fait mais mal. tu sais pourquoi Mbombo avait du mal avec papa? Elle avait du mal, je dirais, par rapport à son ethnie. Il est Bamileke. Bamileke, maman voyait que Bamileke, ça veut dire on va tuer ma fille, c'est le femme-là. Elle ne voyait pas l'autre côté que... peut-être que chez les Bamileke, il y a des exceptions. Chez les Bassa aussi, il y a des femmes-là. Mais ça bloquait. Et bon, ce qui était aussi un peu embêtant, c'est que ton père aussi, de l'autre côté aussi, je pense qu'il ne faisait pas aussi des efforts pour montrer à maman que c'est comme ceci, comme cela. Non, il ne faisait pas. Au moment où il a voulu faire des efforts, c'était tard. Hein. Toi, tu as plein d'amis Bamileke, donc toi, la question ne s'est jamais posée pour toi, de savoir si les Bamileke faisaient le femme-là ou etc. Pour ceux qui nous écoutent, les Bamileke est une ethnie du Cameroun. Ma mère est Bassa, mon père est Bamileke, et je ne savais pas, en tout cas, que c'était un problème. Mais je crois que de toute manière, je crois qu'au Cameroun, il y a toujours ce problème d'ethnie de manière générale. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle. Dans votre famille, il y avait déjà une personne qui s'était bien avec un Bamileke. Ma grande sœur. Ta grande sœur, ta feu Marie. Et ma tante aussi était mariée avec un Bafoussam. Mais qu'est-ce qui fait que... C'était les expériences, leurs expériences? Mais comme je t'ai dit dès le départ, je suis le dernier enfant. Maman ne souhaitait pas que je la quitte. Pour elle, partir, ça veut dire qu'elle ne me revoit plus. C'était ça. Et ça tombait encore mal partir où? Je vais pas me léquer? Ah non. À l'époque, on disait quoi, maman? Enfin, qu'est-ce que Mbombo te disait? Qu'elle avait peur qu'on te mette dans la sorcellerie. Effectivement. Qu'on te... Fais attention, on va te gâter, on va gâter même les enfants, donc vous. Donc c'était toujours ce blocage, mais malgré faire attention là, il y a quand même eu le deuxième. Même jusque-là, oui, c'était toujours faire attention. Donc c'était sa façon. Elle ne me disait pas que stop, mais elle avait une façon de mettre sa barrière en disant fais attention, le femme là, on va te faire comme ci, fais comme cela. C'est une façon de te dire ne pars pas, reviens. Mais elle aurait voulu que tu te mettes avec quoi? Un bassin? Un boulot? Un étone? Non, je pense qu'elle aurait voulu que je ne me marie pas. C'est ça. Elle aurait voulu que je reste là. Si. Un peu l'enfant sacrifié. Effectivement. Qui s'occupe de sa maman. Effectivement, ouais. Ah, donc c'est bon, sur le principe, l'ethnie n'était pas spécialement une fin en soi. Aussi. Parce que, oui, aussi, l'ethnie était beaucoup. C'était là. Alors moi, je veux dire, aujourd'hui tu n'es plus avec papa, mais chaque fois qu'il y a
des grandes manifestations, papa est présent, des moments de joie ou des moments de tristesse. Est-ce que lui, il a ressenti ce rejet? Il a dû le ressentir. C'est ce que je te disais, que lui aussi, il n'a fait aucun effort. Attention à vous les hommes. Quand vous avez l'impression que vous êtes rejeté, repoussé par vos belles-mères, essayez de faire un petit pas, un tout petit. Parce que si vous éclipsez aussi, ah ben ça gâte tout. Hein. Ah oui. Si lui aussi s'était rapproché d'une autre façon. Comme maman, par exemple. D'une autre façon, ceux qui peuvent nous écouter, par exemple. D'une autre façon, par exemple, ok, bon... Je prends ma voiture, je m'en vais voir mes beaux-parents à IDEA. Je leur apporte la nourriture derrière la voiture, j'ai les sacs de riz, tout ça. Je vais les voir sans ma femme, sans mes enfants. Oui, ça pouvait peut-être changer la donne. Mais papa est resté dans son coin. Il ne faisait jamais ça, oui. C'est-à-dire, lui aussi, il n'a jamais montré aux parents que qu'il tenait vraiment à leur fille. Alors qu'il tenait à leur fille, mais il ne montrait pas. Donc, conclusion, maman dit aussi, oh, tu vas pas là-bas, hein. Je veux pas que ma fille... non. Vous avez été ensemble à peu près pendant plus de 10 ans. Comment tu gérais ta famille et ton compagnon? Oh, c'est un choix. Hein. Tu sais, la famille restera toujours la famille. Hein. C'est pas avec ta famille que tu vis tout le temps. Hein. Donc, maman savait que j'avais fait mon choix. Elle avait accepté. Hein, c'était quoi ton choix? D'être avec ton père. Puisqu'elle avait accepté à un moment donné. Il n'y avait pas la bague. Mais maman savait que oui, j'habitais avec elle. Quand tu es né, elle est venue là-bas. Quand Marion est née, elle est venue. Elle a joué son rôle de mère. Même si après 2 mois, fallait qu'elle parte, mais c'est pas parce qu'elle le repoussait que j'ai dit non. Non. Mais comment on se positionne, maman? Parce que je vais te dire, jusqu'à aujourd'hui, 30 ans plus tard, ce genre d'histoire existe, hein, où les familles, où tu es en couple avec une personne que tes parents ne veulent pas, ou vice-versa. Quel conseil tu donnerais à la femme? Donc toi, aujourd'hui avec le recul, quel conseil tu donneras à une femme qui est face à ce type de situation? Et quel conseil un peu plus abouti tu peux donner à l'homme ou au couple même? Comment vous vous protégez vis-à-vis de ça? Comment vous devez vous positionner? Non, mais moi je dirais déjà il faut que le couple s'entende. Donc, il faut que l'homme qui voit comment la belle-mère le rejette indirectement, il faut qu'il prenne les choses en main, il va la voir, comme je t'expliquais, il prend sa voiture, il fait les courses, ou même s'il ne fait pas les courses, il arrive, il dit, ok, belle maman, allez, viens t'asseoir là, passe une bière, coupons une bière, discutons. Oui, là, ça peut aider. Mais si tu ne vas pas, si l'homme aussi ne va pas avec les beaux-parents, c'est dommage, il détruit une relation qui pouvait être quelque chose de bien. Moi, je redis, je prends mon cas, si ton père avait fait cette démarche, peut-être il allait bluffer maman. Maman allait dire, bon, ok, hein, j'ai compris, mon autre fille est chez les bas-fonds. Bon, ma dernière, je n'ai qu'à valider quand est-ce que tu prends ma fille. Mais non, maman, elle, ça l'arrangeait qu'il n'y ait même pas une conversation mariage. Moi, je dis, le conseil que je peux donner à ceux qui vivent cette situation à l'heure actuelle, il faut que le conjoint aussi bouge. Mais moi, je dirais, il faut pas faire... À un moment donné, tu fais le choix. Le cœur était là, il y avait l'amour qui était là. Je savais que ma famille restera ma famille. Mais je ne pouvais pas le quitter parce que ma mère a dit que non. Moi, j'aimais les deux. Ah oui, j'aimais les deux. Les deux se retrouvaient puisque quand j'accouchais, les deux étaient là. Et comment grand-père le percevait? Comment tes frères et sœurs le percevaient? Grand-père, lui, il s'en foutait. Le problème, c'était maman, comme dit ton titre. Hein. Si maman m'avait dit, c'est maman. Hein. C'est pas grand-père, c'est pas les frères et sœurs. Puisque les frères et sœurs l'aimaient bien. Mais quand tu es fusionnel avec un de tes parents, c'est dangereux. Quand le parent ne t'encourage pas à faire certaines choses, hein. Attention, tu es fusionnel avec moi. Donc, oui, mais justement, maman, par rapport à cette expérience, comment tu te positionnes vis-à-vis de moi? Si moi, demain, je viens te dire que voilà le gars que j'aime, qu'est-ce que tu vas me dire par rapport à ce que tu as vécu? C'est même intéressant. Parce que des fois, tu écoutes, mais tu veux quand même donner ton avis. Et je te dis, et moi-même, ayant ton caractère, c'est intéressant parce que je vois que j'ai ton caractère, je te dis que c'est mon choix. Je te dis que, comment t'as-tu fait? Avec mon expérience, oui, si ça arrivait aujourd'hui à un de mes enfants, comme je te dis souvent, hein, je reste une mère. Une mère donne toujours son avis. Mais après... Mais tu serais présente et tu accompagnerais ton enfant dans son choix. Effectivement. Mais j'aurais pu faire ça. Maman n'allait rien me faire. Hein. Alors, aussi, hein. Tu es dans une famille bassa. Tu vas donc tu vas en concubinage chez les Bami. Mais tu n'étais pas en mariage. Déjà, dans notre société-là, pour même que tes parents acceptent, comment tu vis le fait que mon père ne soit pas venu voir tes parents?
comment tu vis le fait qu'ils ne soient pas venus toquer la porte et tu restes quand même 10 ans avec lui? Parce que ça, la maman, ce sont les problèmes de l'heure. Je te parle là pour que moi-même j'écoute. Parce que ton père n'est pas allé toquer chez mes parents. Pourquoi? Parce que il était marié et il n'avait pas encore divorcé déjà. Et pour info, il n'a jamais divorcé même d'ailleurs. Donc, je pense que c'était aussi compliqué. Moi maintenant avec le recul, pour moi, je trouve que c'était pas compliqué puisque ils n'étaient plus ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui le bloquait de divorcer et de refaire sa vie, hein. Enfin, c'est intéressant. Papa est souvent marié avec sa première... avec sa femme, en fait, sa première femme. Vous avez vécu ensemble tous... Enfin, en tout cas, il s'est plus jamais remis avec elle. Non. Non. Et il n'a pas divorcé. Pourquoi? C'était compliqué, les procédures, tu ne sais pas? Non. Qu'est-ce qu'il te disait en tant que femme, maman? Non, c'était pas compliqué. Il avait demandé le divorce, mais sauf qu'il n'a jamais finalisé. Et je me rappelle qu'un avocat lui a dit, après un certain nombre d'années, vous êtes considéré comme divorcé. Mais il n'y a jamais eu de divorce de prononcé comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te frustrait, qui te faisait mal? Oui, quelque part quand même, oui, puisque tu te retrouves comme la reine-mère dans la nouvelle propriété de monsieur, mais sauf que tu n'as pas de statut. C'est ça qui est compliqué. Donc, tu es toujours en seconde position, mauvaise seconde position, mais parce qu'il y a les secondes positions où c'est la polygamie. Tu sais que, bon, tu as l'alliance. Mais voilà. Donc là, t'avais l'impression d'avoir quoi? Non, tu pouvais pas être... On peut pas considérer que tu étais la deuxième femme ou tu étais le bureau de papa vu que il était séparé de sa première femme. Donc tu étais sa tu étais sa compagne, mais tu n'étais pas sa femme. Donc c'était un peu bizarre. Oui, pas sa femme sur le papier. Mais sauf que c'était... Le plus dur, c'était... Quand les enfants allaient à l'école et qu'on t'appelait allô madame Ngako, bah tu te dis oui, j'ai ma fille qui s'appelle Diane Audrey Ngako. Ça c'était un peu frustrant, mais heureusement que j'avais mon côté épanouissement où oui, là il fallait que j'aille à fond dans le défilé de mode, hein. Oui, pour un peu évacuer ça. Mais ça, c'est dur. Donc, c'est tout ce que tu vivais là qui te donnait envie de t'épanouir dans ton boulot? Oui, et il fallait que je m'évade pour évacuer tout ça. Hein. Et justement, tu avais un support système, des amis. Comment tu te confiais à qui durant cette période? Je me confiais beaucoup à ma sœur que je suis, puisque c'est une sœur qui n'a jamais voulu me voir souffrir. Donc, elle savait tout ce qui se passait. Et à une de mes meilleures amies qui est ici en France. Qui? Tata Rosette, qui t'a vu naître. Donc, qui connaissait. Après, tu peux pas raconter ta vie à tout le monde. Hein. Je me confiais. Tu es obligé de te confier à quelqu'un. Sinon, attends, tu pètes un câble. Maman, je me suis toujours demandé... Enfin, moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, t'ayant observé petite, parce que finalement, moi, je me suis dit, tu voyageais énormément. Beaucoup. Enfin, moi, je ne savais pas quand tu partais, je ne savais pas quand tu revenais. Je te croisais, tu avais plein de poupées. Je me disais, ah, elle est là. Et après, hop, je dormais, tu étais déjà reparti. Est-ce que c'était c'était un moyen pour toi de fuir ce que tu vivais? C'est ça. Fallait que je m'évade, oui. Oh, maman. Je me suis posé la question en étant adulte. C'était dur. Fallait absolument que je m'évade. Il fallait pas que je reste au Cameroun. Donc, je venais beaucoup en Europe, ça tu le sais. Et je restais avec mes amis, on s'amusait. Oui, c'était dur. Mais en fait, si tu veux, c'est en grandissant et en vivant une vie d'adulte que je me suis dit, mais en fait, maman, elle voyageait beaucoup parce qu'elle avait besoin de respirer. Elle avait besoin de sortir. Et en fait, écoute, je t'ai jamais posé la question et je suis contente que tu m'aies répondu. Est-ce que tu étais en dépression? Est-ce que tu étais malheureuse? Comment tu étais? Parce que, je me dis, maman, je dis bien que c'est mon regard vraiment d'enfant où aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me dis non. Si maman voyageait autant, c'est qu'elle avait besoin d'un échappatoire qu'elle pouvait pas trouver au Cameroun. Ce n'était pas une dépression, mais c'est que quand tu es en face d'un homme, même si tu te sens aimé, mais tu ne te sens pas soutenu, c'est dur. Parce que comme tu l'as si bien dit, tu as de l'autre côté ta famille, tu as de l'autre côté un homme où tu te dis, est-ce qu'il te soutient vraiment? Mais à un moment donné, tu constates que pas trop. À un moment donné, tu es obligé de faire des choses, oui, de t'échapper. Ça, je voyageais, ça, tu le sais, je partais beaucoup. Mais c'était dur. Et sa famille, maman, comment elle t'a accueillie? Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je me dis qu'en tant que femme, quand ta mère, et moi je vois moi, si toi aujourd'hui tu me dis que Ngako Diane ne va pas là-bas et que je vais, il y a plein de choses que je ne peux pas te dire qui peut m'arriver parce que j'ai besoin d'être forte devant toi.
et que tu me dises que je t'avais dit de ne pas aller, non. Est-ce que sa famille à papa t'a accueilli? Comment tu t'es senti? Parce que même si tu avais ta famille qui était là, tu avais quand même choisi d'aller là-bas où on t'avait pas envoyé. Comment ça s'est passé? Tous ne m'ont pas accueilli à bras ouverts, hein, puisque étant jeune, ton papa étant au cadre dans une grande boîte au Cameroun, qu'est-ce que je venais faire? Une bassa qui vient piller tout l'argent de ton père. La seule personne qui m'avait bien accepté, c'était son grand frère qui n'est plus là aujourd'hui, dont le mari de Tata José qui est au Canada. C'était le seul, mais la seule chose que j'ai aimé plus tard, c'est que chaque membre de cette famille, je dis bien chaque membre de cette famille qui m'avait mal accueilli, chaque membre qui décédait avant de partir, m'appelait et sur le lit de l'hôpital me demandait pardon. Je dis bien chaque membre de cette belle famille, et ton père est témoin. Pardon pour ce qu'on t'avait fait, pardon pour ce qu'on t'avait fait. On croyait que tu étais tel genre de personne. Pardon, tous sont décédés, je dis bien tous. La dernière que tu portes son nom là, ton Dieu, sur son lit de mort à l'hôpital à Kintini, il y avait ton père, j'étais là. Il a demandé pardon. Je n'avais rien fait à cette famille. Je n'ai jamais pris l'argent de leur frère. Jamais. Mais pourquoi ils ne me voulaient pas? Peut-être parce que j'étais une quoi? Moi, j'étais une étrangère. À l'ouest, je venais... C'est souvent des personnes du sud qui ne sont pas Bamileke. Les Bamileke les appellent Nkwa. Donc les Bassa, les Douala, tout ce que vous voulez. Il y a eu le pardon. Et le pire dans tout ça, cher auditeur, c'est que ce monsieur qui avait écouté aussi sa famille à un moment donné, que Dieu me pardonne, aujourd'hui se retrouve seul. Et sincèrement, ça ne m'enchante pas parce que des fois, je reste comme ça, je me dis, on aurait pu former un très beau couple en fait. Et je sais que lui aussi, dans son fin fond de cœur là, il le pense aussi. Donc quand vous aimez quelqu'un, n'écoutez. Je me dis, n'écoutez ni à gauche ni à droite. Parce qu'on perd souvent les choses et quand les années passent, on regrette, on dit si j'avais su. Si j'avais su. Maman, est-ce que tu peux nous partager des expériences que tu as vécues avec cette famille qui ont pu être troubantes? Et tu t'es dit que non, vraiment, ça me dépasse. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'auditrices ou d'auditeurs même qui vivent des expériences dans leur belle famille et tu te dis que non, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Est-ce que tu as des expériences que tu peux nous partager pour que certaines personnes qui nous écoutent ne se sentent pas seules et se disent que c'est possible ou quelque chose t'a marqué? Enfin, moi, je sais qu'il y a des choses que j'ai vues quand j'étais petite et je n'ai pas envie de prendre la parole parce que tu es ma mère et que tu dois l'idée l'échange, mais... Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, c'est vrai. Tu as vécu beaucoup de choses. On a beau dire que la sorcellerie n'existe pas. Il y a un côté où je remercie ma mère. Peut-être qu'elle avait vu aussi certaines choses, mais les belles familles. Je remercie le bon Dieu parce que je ne pouvais pas imaginer être encore en vie aujourd'hui, et peut-être avoir aussi des enfants, parce que la situation, oui, c'était très difficile. J'ai vu la mort seule, des fois avec ma fille qui est là en face de moi, Diane. Je ne peux pas vous dire que j'ai prié. Peut-être je priais, mais ma mère était là. C'est pour ça que je vous dis, avec le temps, il y a des choses qui se passent qu'on se dit, aïe, peut-être maman avait raison. Peut-être c'est maman qui avait bloqué telle chose. Est-ce que c'est maman? Les expériences étaient très, très, très difficiles. Difficile que si je me mets à vous raconter ça, on prendra du temps, mais je vais couper court. Est-ce que tu peux donner 2 histoires qui t'ont marqué? Je me vois quand j'ai accouché Diane, ma fille. Mon enfant avait 3 mois. Ma mère était là. Ce que j'ai vu dans la maison où on vivait, c'était impressionnant. Que vous êtes assis dans un salon, vous êtes dans une salle à manger, vous savez qu'il n'y a personne d'autre dehors et vous entendez le bruit d'une clé devant une porte. La porte est là comme je suis assise là. Les pas, tu dis qu'il y a quelqu'un là. Qui ouvre la porte? Personne n'ouvre la porte. Mais vous entendez le bruit de la clé. Vous avez un enfant de 3 mois. Votre mère est dans la maison. Mais le père de votre enfant n'est pas là. Il n'est pas encore rentré. Il est 21h. Vous avez votre enfant qui a l'âge de 5 ans. Vous êtes enfermé seul dans la maison. Vous entendez ce même bruit. Que cet enfant-ci, à l'heure actuelle, des fois me dit « Maman, je me rappelle, je ne souhaite ça à personne de vivre ça. J'espère que ça n'existe plus ce genre de choses. » Maman, quand à 3 mois je suis là, Bombo, elle entend aussi? Elle entend aussi, puisque je lui dis que maman, il y a quelqu'un, tu n'entends pas le bruit de... Il y a quelqu'un qui est là, on n'entend les pas. Maman, il y a quelqu'un, mais la personne n'entre pas.
Est-ce que c'est autant de choses qui faisaient que, je ne dis pas que ma mère me bloquait, mais peut-être qu'elle me bloquait indirectement, que ma fille ne part pas. Est-ce que c'est ça? Je me repose toujours la question, hein. Est-ce que c'est ça? Et que quand tu grandis, 4-5 ans, je revis la même situation. Ou quand tu regardes, est-ce que tu as des moments précis ou pas du tout? Non, mais c'était toujours la nuit en fait. C'était la nuit, mais à des heures, c'était pas les heures comme les minuit, c'était les heures normales comme 20h, 21h, où tu te dis, tu attends quelqu'un de la maison qui entre, mais tu entends les pas, tu entends bien quelqu'un qui arrive, qui met la clé, mais où est cette personne qui entre? Ces expériences-là, dans la belle famille, oui, ça a été mon pire cauchemar. Et je pense que ceux qui faisaient ça sont ces mêmes personnes qui m'ont demandé pardon avant de partir. Celui qui veut croire, croit. Mais c'est comme ça. C'était comme ça. Est-ce que toute cette mauvaise énergie ont créé beaucoup de problèmes entre papa et toi? Oui, beaucoup. Est-ce que tout ce que vous avez vécu, tu penses que c'était lié à ça? Oui, c'était lié à ça. Parce que c'est une bonne personne, c'est une bonne personne. Vous pouvez pas rencontrer quelqu'un comme ça sur une route, 2-3 jours après, une semaine après, vous propose de continuer vos études. Ça veut dire que c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, oui, c'est quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de faible en fait. Il est bien, quelqu'un de bien, mais quelqu'un de faible, qui ne sait pas prendre une décision, qui préfère qu'on lui pourrisse sa vie et passer ses jours comme ça. Oui, ça. Bon, aujourd'hui avec le recul, parce que j'ai essayé quand même de comprendre qui tu étais, parce que finalement on n'a pas toujours ce genre de conversation avec ses parents et qui papa était. Et tu te rends juste compte que papa a perdu son père à 5 ans. On a assassiné son père devant lui. Et ça, je l'ai découvert en écrivant un livre avec lui. On a assassiné son père devant lui à 5 ans, en découpant son père à la machette. C'est un fait, maman. Il peut pas savoir c'est quoi potentiellement recevoir l'amour de ses parents. Il sait ce que c'est de recevoir l'amour, mais il y a une phrase que papa m'a dit, c'est qu'il a grandi en se disant que la famille ne se distingue pas. Donc son repère en tant que personne, ce sont ses frères, ses sœurs, et il va constamment les défendre parce qu'il n'a que. Donc quand tu viens et tu le rencontres, il n'a que. Enfin, je veux dire, papa dit que sa grande sœur Poigny, la mère de Serge, Tata Feu et Evelyne, elle est décédée, elle était en France quand elle a couché Tata Nadège. Donc quand il revient au Cameroun, il se dit qu'il va aimer ses frères qui lui restent comme jamais. D'ailleurs, moi je croyais que tonton Feu des Padoux n'était pas son grand frère, je pensais que c'est son petit frère. Tellement j'ai toujours vu papa le porter, quoi. Donc ça quand même, ça m'a permis de pardonner ce que j'ai pu voir quand j'étais petite vis-à-vis de toi, et moi de comprendre aussi ce que tu as pu vivre. Donc quoi, c'est-à-dire que, enfin moi je n'imagine même pas me dire que je suis avec un enfant et on entend des bruits. Est-ce que tu as fait quoi? Tu as envoyé, il y avait les prêtres, l'eau bénie. Et quand tu dis ça à papa, qu'est-ce qu'il te dit? Voilà. Quand je lui dis ça, ça crée des problèmes graves, hein. Une agressivité totale, comme s'il était possédé. Ah oui, comme s'il était possédé, oui. Ah oui, ça crée une agressivité de tonnerre. Oui, comme si tu as le diable en fait, comme si c'était lui le diable avec les cornes que fermez vos bouches. Non, c'était oui, c'était impressionnant, oui. Est-ce que Bombo, donc ta ma mère priait. Elle priait. Elle priait, et je sais qu'elle priait pour moi. De temps en temps, je pouvais lancer une prière comme ça, mais je sais que ma mère était là. Moi, j'étais le vent, donc quand tu t'amuses à... Tu veux faire du mal à quelqu'un au vent, tu peux pas. Le vent, ça souffle, ça passe. Donc, j'étais innocente. Donc, je me dis même avec le recul, quelle chance j'ai eu. On pouvait vraiment m'emporter comme ça. Mais non, j'étais innocente. Tu as eu d'autres expériences encore, maman? Négatives comme ça, non. Les deux, là, c'était des choses que tu as le plus marqué. Ah oui, toi-même, tu sais que c'est traumatisant. Hein. Ça... Et comment tu faisais pour vivre dans cette maison? Et d'ailleurs, aujourd'hui, que je sois dans ma voiture ou chez moi, tout est toujours fermé. Tu n'as pas constaté ça? Que j'aime toujours m'enfermer. Mais voilà, c'est l'expérience vécue au Cameroun qui m'a rendu comme ça. Je conduis, mes portières doivent être bloquées. Je suis à la maison, je ferme ma clé. C'est comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Comment, entre moi 3 mois et moi 5 ans, tu es encore dans la maison? L'amour, qu'est-ce qui te fait tenir? Oui, l'amour, ce n'est pas que je ne peux pas partir de là. Loin de là, j'avais où dormir, hein, j'avais où habiter. Mais il y avait un côté où je voulais aussi protéger le père de mon enfant. Le protéger en fait. Moi j'étais comme son sauveur, mais c'est lui qui était... moi j'étais le bon Dieu, excusez-moi du terme. Lui il était un peu comme Satan. Je dis il était possédé. Il était possédé. Parce qu'à chaque fois que je disais, il faut que le prêtre vienne exorciser la maison, dès que tu parlais de prêtre, mais tout pouvait exploser. Hein. Mais aujourd'hui c'est lui qui appelle le prêtre. Effectivement. Aujourd'hui c'est lui qui appelle le prêtre chez lui.
Je sais pas, maman, si tu peux en parler. C'est dans ces moments... Enfin, en fait, finalement, tu te rends compte que peut-être dans ces moments bombo, elle se disait que si tu allais peut-être définitivement... Parce que la dot, chez nous, c'est sacré. C'est quand même lié des familles, c'est lié des âmes. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle ne voulait pas que tu ailles là-bas. Parce qu'une fois que tu es vraiment parti, elle n'a plus vraiment de mots à dire. Je ne sais pas. Non, comme j'ai dit, hein, maman ne voulait pas. Elle n'a jamais voulu que je me marie. Elle voulait seulement son bébé à elle. Voilà. C'est ça. Elle voulait me protéger et je sais qu'elle me protège même encore. Donc, papa t'emmenait dans toutes ces manifestations familiales, on te connaissait comme madame. Est-ce qu'on te renvoyait l'image, son entourage de... C'est même pas toi, sa femme. Ah non, ça jamais alors. Ah, super. Ah ça, vraiment, j'avais le rôle, oui. Ton rôle, quoi? Ah oui, jamais. Que ce soit dans son entreprise, oui, non, ça non. Ça te rassurait, ça te faisait bon, chaud au cœur? Oh, ça me rassurait, écoute, j'étais jeune, ça me rassurait et voilà, j'avais autre chose à faire. Hein. C'est lui qui se sentait même peut-être plus mieux que moi. Donc, c'est lui qui était avec une belle petite à côté. Hein, donc, Alors, pourquoi tu es une belle petite, tu te dis pas que... Aka, je laisse le gars là, c'est quoi, c'est la sorcellerie? Hein, je sais pas, maman, tu as le temps commercial, comme on dit au Cameroun. Tu es une chaude d'un gars, tu es une belle femme, tu fais tes défilés. Pourquoi tu te dis pas que j'ai ma fille, je peux recommencer ma vie? bon, voilà. Tu le feras plus tard d'ailleurs, mais... Après tout ce petit tralala là, j'ai réfléchi, comme on dit, j'ai réfléchi dans mon coin. J'ai toujours dit que le jour où j'ai mes 2 enfants, il faut que mes 2 enfants aient un même père. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai compris que il n'y avait plus d'avenir avec ton père, j'ai décidé un beau jour comme ça hein, de venir en France et voilà et de me marier et de retourner au Cameroun lui dire écoute voilà maintenant c'est bon c'est fini je suis mariée et là je le revois encore ce jour-là il est tombé des nues voilà j'avais eu ce courage le bon Dieu m'avait donné ce courage cette force-là de le quitter malgré qu'on avait un enfant qui avait combien 2 ans oui. Maman, à quel moment tu t'es dit que c'était fini que la boucle était bouclée? Quel a été le déclic? Alors déjà, j'ai pardonné à ton père avant la naissance, la grossesse de Marion, parce que c'est ça, hein. Toi, tu es né vraiment, tu es né tu es un bébé d'amour, en fait. Ça, c'était un challenge qu'il fallait déjà qu'on fasse. Tu es un bébé d'amour. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il fallait que, maman m'avait dit, jamais un enfant, 2. J'ai dit, si c'est 2, faut que ce soit avec le même papa. Bon, c'est pour dire, des fois, on peut faire les enfants pour soi-même. Hein. Quand ta petite sœur naît, j'essaye de tout faire pour qu'on renoue un peu comme il faut. Lui-même, à un moment donné, il a un petit déclic en disant bon, c'est bon, il faut qu'on aille voir ton oncle qui est prêtre au collège Saint-Michel, il faut qu'il vienne exorciser la maison pour que tu viennes, tout ça. C'est comme si tous ces démons-là étaient sortis de son corps et que maintenant on lui parlait bien que voilà, maintenant ça c'est la femme de ta vie. Mais après ça a encore flanché. Et puis quand tu es quelqu'un qui a la chance, voilà, tu sors comme ça, tu dis bon ok. Tu sors comme ça, tu dis bon ok, voilà, maintenant c'est bon, je m'en vais. Je me marie et puis je reviens et voilà. Ça que quand tu es parti, il t'a rappelé, il t'a demandé de revenir, ou c'était une claque et puis ça s'est arrêté là? La claque, c'était parce que je lui avais montré le livret de famille de France qui prouve que je suis mariée. Donc c'est bon. Là, vraiment, c'était sec. Donc vraiment, il ne me disait plus rien du tout. Donc, pour une fois, il n'y avait pas eu de violence. Il a compris que là, c'était fini. Mais il revenait toujours. Mais ce n'était plus ça. C'est fini. C'était fini. Il avait perdu peut-être le seul être qui aurait pu l'aimer peut-être sans condition, sans chichi. Hein. Mais il y a quelques années, il m'avait dit en effet que... Non. En me disant que je pouvais me marier avec qui je voulais parce que un de ses plus grands regrets était d'avoir écouté des personnes en tout cas qui lui disaient que votre histoire, que tu n'étais pas la bonne personne et il se rendait compte que finalement c'était ces personnes qui avaient tort. Et qu'aujourd'hui la belle famille, tes cousins me disent que Ngao n'aimera plus jamais une autre femme comme moi puisque quand je vais au Cameroun, c'est les neveux et nièces qui le disent puisque personne ne veut voir l'autre. Malheureux, bon seul, parce que bon on peut être seul et être bien hein, et être 2 et être malheureux mais oui c'est dommage, ça aurait été une très belle histoire. Et quel était ton rapport avec les enfants de papa? Est-ce qu'il en avait durant votre... Les rapports, je les ai pas beaucoup connus hein, puisqu'ils n'en parlaient pas déjà. Ils étaient plus avec... Les enfants étaient avec leur maman
Et il n'en parlait pas. Puisqu'on lui vraiment. refusait les enfants, pourquoi pourquoi tu nais? Tu nais parce que on lui fait le chantage de l'autre côté que, comme tu as ta femme Bassa, faites vos enfants, je ne te donne pas les enfants. C'est ça aussi, nous les femmes, faisons attention, c'est ça. On lui a fait le chantage. Et quand tu es venu, quand tu es né, il y a cette force-là qui a voulu revenir, reprendre la place. On a dit non. C'est pour ça qu'on t'appelle un enfant né d'amour, programmé. Ouais, parce que moi j'ai su tard hein, que j'avais des frères et sœurs. À 6 ans, c'était Tata Laure qui travaillait avec Maman Lee à Aqua, qui avait ramené des chaussures d'Italie, tu te souviens? Et il y avait une chaussure qui était soit trop grande, soit trop petite. On a dit papa a dit on va donner ça à Christelle. C'était à PK8, je me souviens. J'ai dit c'est qui Christelle? Ben, c'est ta sœur. Et je me souviens que le lendemain, je suis allée à l'école. J'ai dit à toutes mes copines, dit bébé Léa, Tatiana Lewi, j'ai une sœur, hein. Comment je sais des frères et sœurs? J'ai une sœur, hein. J'ai une sœur, hein. J'ai des frères, hein. Donc c'était intriguant. Parce que finalement, je les ai connus à 10 ans. Et vraiment, je les ai rencontrés à 10 ans. Et toi, tu es parti quand j'avais 10 ans en France, avant qu'on te rejoigne à 12 ans. Et c'était quand même c'était quand même un choc, quoi. D'être avec des frères et sœurs qu'on ne connaît pas et que finalement, on doit découvrir. C'était un peu bizarre. Bref, qu'est-ce que tu dirais à cette femme qui est tombée amoureuse, qui a vécu 10 ans remplis de hauts et de bas? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec ton expérience? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme? Et qu'est-ce que tu dirais à ta maman? Oh, c'est moi là. Non, mais je ne fais que me regarder là. Je crois que c'est maman. Maman est plutôt là. Déjà, pour ma mère, hein, je dirais à maman que je ne t'en veux pas, maman, parce que avec le recul, tu restes une maman. Je pense qu'il y avait des choses que tu apercevais que moi, je n'arrivais pas à décoder. Et bon, peut-être ça m'a sauvée. Enfin, peut-être, je pense que ça m'a sauvée. Puisque, comme a dit ta petite fille... quand il y a un malheur, il y a toujours quand même ce côté, l'Ouest, qui est toujours présent. Même avant que tu ne partes, maman, je pense qu'à un moment donné, tu avais accepté René Ngako, entre parenthèses, hein, pas beaucoup. Hein, parce qu'il y avait peut-être UCB qui venait, mais pas trop. Alors, à la femme, c'est compliqué. Je vais répondre. Je vais donner un conseil avec le recul, parce que plus on grandit, plus on voit des choses autrement. Mais à l'époque où moi je vivais ça, avec le recul, oui, je souffrais. Heureusement que j'avais des moments d'évasion où il fallait voyager, où il fallait faire quelque chose qui me déconnectait, comme la mode. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un seul conseil, dites à vos hommes, les hommes, j'espère que les hommes aussi écoutent ça. Quand vous êtes dans une situation comme la mienne, où vous voyez une femme qui est partagée entre l'homme et la famille, elle peut bien partir dans sa famille, puisque sa famille a les moyens, elle sait où dormir, mais elle reste. Il faut la soutenir devant cette belle-mère qui est là, montrer à la belle-mère que oui, c'est la femme que j'aime, je l'aime, je n'aime pas seulement les enfants, que quand elle est là, tu viens là, la boisson, tu la gâtes, faisons comme ça. Ou bien si tu ne veux pas ça, tu prends la voiture, comme j'ai dit, tu vas la voir et tu parles. Il faut aider, faut que ces hommes-là aident les femmes, parce que si moi, peut-être j'avais été aidée comme ça, je dis bien si, peut-être il y aurait eu un changement. Peut-être le couple n'allait pas s'effilocher comme ça. Peut-être on n'allait pas perdre cet amour. Je ne dirais pas qu'il n'y avait pas amour. Peut-être qu'on n'allait pas perdre ça. Peut-être aujourd'hui, ce sera un couple heureux, puisque les enfants ont grandi. S'il vous plaît, les hommes, aidez vos femmes. Surtout aidez. Je ne dis pas d'oublier celle qui est dans la maison, mais aidez aussi celle qui est à l'extérieur, qui vous a donné des enfants. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est difficile en fait. C'est difficile. Tu dis d'aider celle qui est à la maison. C'est qui celle qui est à la maison? Tu es à la maison, non? Non, mais oui, j'étais à la maison. J'étais comme une deuxième. Je dis la première femme qui est à l'extérieur. Tu es dans la maison. Il faut aider aussi celle qui est là. Donc, la maîtresse, il faut aider la deuxième femme aussi. Attends, maman. Pause. Tu te considères comme maîtresse? Non. Non, mais c'est le nom, il faut m'excuser de cette appellation-là. C'est une appellation un peu, je dirais, un peu vulgaire. Bon, disons, oui, la deuxième femme, disons, mais pas maîtresse. Donc, femme. Oui, bon, tu n'étais pas deuxième femme. Tu étais deuxième femme. On peut considérer mais papa était séparé. Oui. Pas divorcé, mais était séparé. Je veux dire, ouais, entre le moment où tu t'es mise avec lui et le moment où, malheureusement, ta feu Félicité est partie, si t'es séparé.
Ils n'ont plus jamais été ensemble. Appelons ça même que petite amie, c'est même mieux. En fait, c'est très compliqué. Cette affaire-là. C'est compliqué, l'appellation est compliquée. Voilà, en tout cas, est compliquée. Mais je dirais petite amie, moi. Quand tu regardes tes filles, quand tu regardes tes nièces, est-ce que tu es inquiète pour le futur? Les hommes ne sont plus comme... Il y a les matériels qui disent que les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que tu me conseillerais à ta fille? Je ne suis pas inquiète pour le futur. Ok. Puisque, à l'heure actuelle, je constate que les enfants communiquent beaucoup plus facilement avec leurs parents qu'à notre époque, en fait. Donc, il n'y a pas la peur. Donc, par exemple, toi qui es en face de moi, là. Pas de peur là-dedans. Je serai toujours là, moi. Maman, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi avant de clôturer, qui n'est pas spécialement lié. Enfin, je pense que tu as assez donné ton feedback et les personnes pourront derrière poser leurs questions et on verra comment tu leur répondras. Mais j'aimerais revenir sur une question qui est clé, parce que je t'observe et qu'on est très proches. Très, très proches. Et je n'imagine pas ma vie sans toi. Bah oui. Et je me dis, maman, quand on est proche de son parent, comment on vit le deuil? C'est-à-dire que moi, chaque fois que je suis proche de toi, là, je me dis, Seigneur, ma mère ne peut pas ne pas être là demain. Et j'aimerais savoir comment tu le vis, comment tu l'as vécu. J'aimerais comprendre parce que vraiment, moi, j'imagine pas. Je t'appelle tout le temps, je te parle tout le temps, tu me cries dessus, on est tellement proches que je n'imagine pas. Et c'est une question qui m'intéresse, quoi. Le deuil, on ne le fait jamais. Jamais. Je pense que ma mère... ça, c'est vrai, c'est dur. Des fois, je reste même couchée. Je me dis, si je ne suis plus là demain, après-demain, que vont devenir mes enfants? C'est dur. Je sais que... Tu sais très bien que c'est dur. Que, ayant été fusionnelle avec maman, tu vois où est sa faute. Quand je sors au couloir, que je lui fasse... Oh, maman... Je dois lui faire un signe de croix tous les matins. Très dur. Ceux qui ont leurs parents, gardez-les. Je sais, c'est un chemin pour tout le monde. Nous tous, nous sommes censés partir, mais c'est difficile. Hein. Quand on a un parent avec qui on a été fusionnel, je ne dis pas qu'on n'aime pas nos parents, mais on tombera toujours sur les enfants qui sont fusionnels avec leurs parents. Et c'est dur quand l'un n'est plus là, que ce soit le parent ou l'enfant. C'est dur, c'est très dur. Je n'arrive toujours pas à faire mon deuil depuis 5 ans. Je n'arrive pas. J'essaie d'oublier. Pour oublier, effectivement, il faut essayer d'évacuer beaucoup de choses. Et c'est vrai, oui, je crie sur vous. Faut que tu m'appelles, faut que je t'appelle. Je pense à beaucoup de choses. Mais à l'heure actuelle, je me dis quand même que même si je ne suis plus là aujourd'hui, au moins vous allez prendre un peu la relève, peut-être pour le petit. Mais... Non, mais maman, tu seras là. J'espère que tu es encore là pour 50 ans, maman, tranquille. Il faut que tu portes mes enfants, maman. Aïe, 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 c'est dur. Personne ne peut te dire que faire le deuil, c'est facile. Non. Celui qui te dit ça, c'est celui qui n'était pas proche de ses parents, en fait. C'est tout. On a besoin de sa mère, on a besoin de ses parents, parce que les parents sont là pour protéger leurs enfants. Quoi qu'on dise, on est toujours dans nos prières, on prie toujours, on dit toujours... Là, maintenant, c'est bon, je ne vis que pour mes enfants, je ne vis que pour mes enfants, je vis que pour mes enfants. Et même les enfants, là où ils sont, ils se disent toujours, oh, ma mère, elle a peut-être qu'elle est en train de prier pour moi, mon père, elle a peut-être qu'elle est en train de prier, mes parents prient pour moi. Est-ce que tu sens la présence des fois de Bombo? Oui. Tu la ressens comment? C'est que tu es là, tu sais que elle est là, ou une intuition, qu'elle t'a parlé? Il y a des moments où elle me parle. Il y a des moments où elle me parle. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit que j'ai fait un rêve te concernant. Je t'ai même dit, il faut que tu lui dises merci parce qu'elle était là. Elle était là. On a lutté dur pour te sortir de ce que tu sais. Et je t'ai appelé, tu m'as même dit toi-même que tu étais très mal. Et cette force surhumaine qui était là, elle me parle beaucoup plus que mon père. Donc c'est ce côté fusion-là. Alors, chers auditeurs, en écoutant ma mère, je vous demanderais et je vous dirais d'être proche de vos parents. Parce que cette capacité, comme ma mère a dit, que moi je pouvais être très très mal. Et je ne lui ai pas dit, en effet, c'est le matin, elle m'a demandé si ça va. Et pour la protéger, je lui ai dit, ça va. Mais 2-3 jours, j'ai dû lui dire la vérité. Et parce qu'elle m'avait notamment partagé son rêve. Et il faut être proche de ses parents. Parce que finalement, c'est une grâce de pouvoir se dire que sa mère n'est pas là physiquement, mais la ressentir, la voir, l'entendre. Et c'est pareil pour un père.
il est aussi très important de pouvoir pardonner à ses parents. Et des fois, j'appelle ma mère, je lui parle, elle me dit qu'arrête tes trucs de blanc à toujours vouloir expliquer. C'est une manière de parler pour dire qu'il faut libérer la parole. Ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est exactement ce que je fais avec ma mère, parce qu'il y a plein de choses que je me suis interrogée sur plein de choses pour appréhender ma vie de femme, ma vie de personne. Et je me suis rendu compte que des fois, les réponses sont les réponses de nos parents. Il faut savoir quelle est l'histoire de notre mère, de nos mères, l'histoire de nos pères. L'histoire de vie de quelqu'un. L'histoire de vie de quelqu'un. Et les comprendre et leur pardonner. Malheureusement, personne ne veut être méchant. Personne ne peut être mauvais. Mais ce sont leurs expériences qui les mènent souvent à faire des choix que nous ne comprenons pas. Et il faut souvent prendre de la hauteur et dire à ses parents que je vous pardonne et aller de l'avant. C'est une grâce de pouvoir avoir cette conversation avec ma mère et c'est un moment et d'avoir une pensée pour ma grand-mère qui est au ciel, qui nous regarde, beaucoup d'émotions. C'est un moment fort. D'ailleurs, il est minuit pour tout vous dire. On ne peut pas rentrer toujours dans tous les détails. C'est notre histoire à nous. On va continuer la conversation, mais je ne pouvais pas imaginer finir mon podcast avec une autre personne que ma mère. Et c'est une manière aussi de vous inviter à avoir des conversations avec vos parents. Je suis contente quand ma mère me dit que je suis un enfant de l'amour. Et c'est une grâce d'être un enfant de l'amour. Et être un enfant de l'amour, ce n'est pas de se dire que ses parents n'ont pas de problème, c'est qu'à un moment, ils ont décidé ensemble qu'ils allaient vous avoir. Alors, maman, avant de clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a des choses que je ne t'ai pas posées, que tu aimerais partager? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter? Et d'ailleurs, maman, tu écoutes le podcast? Tu as écouté le podcast? J'écoute souvent, oui. Quel était ton épisode qui t'a le plus parlé? D'un monsieur et d'une dame, là, je t'avais même dit. Non, le monsieur c'est qui? Celui qui avait deux femmes, Thomas. Voilà. Et l'autre qui t'a plu, c'est Olivia, celle qui était la deuxième femme. Voilà, toujours les mêmes histoires. Oui. Voilà, ça se ressemble un peu là. Oui. C'est l'histoire, c'est toi les deux histoires qui ont quand même chauffé. Tu vois, ça se ressemble aussi. Oui, ça se ressemble. Ça se ressemble. Alors moi, je trouve quand même que c'est un peu différent parce que, enfin, je sais pas, mais pour moi, mon père était séparé. Il n'a juste pas divorcé, comme beaucoup de pères africains qui ne veulent pas faire le job. Donc moi, j'ai toujours vécu avec des parents en me disant que j'ai jamais vu qu'il y avait d'autres personnes. Comment tu as senti Olivia? Tu l'as trouvée naturelle, spontanée, vraie? Ça t'a choqué? Non, spontanée. Hein. Non, rien n'est choquant là. Après, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour écouter un peu les histoires des autres. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand tu as vu ta photo sur le podcast? Sur Spotify, c'est là où tu écoutes. Non, j'ai vu ma photo. Qui l'avait choisi d'ailleurs? C'est moi. C'était toi ou bien c'était moi, un ensemble de personnes? Oui, c'est un ensemble de personnes. C'est vrai que j'avais plus de 3 photos. Voilà. Et tout le monde a choisi cette photo. Que tu as pris, qui a été prise peut-être quelques mois après ma naissance, c'est ça? Effectivement. Tu devais avoir tes 3 ou 4 mois là. Le photo Prunet. Photo Prunet. Voilà. D'ailleurs, la personne une des personnes qui gère le fond de Photo Prunet est une personne qui écoutait le podcast, qui va certainement t'écouter. Oui. C'est Prunet qui a pris cette photo-là. Voilà, il est ton année, 91 ans. Voilà, c'est ça. Quel conseil, maman, tu donnerais à toutes les femmes qui nous écoutent? Déjà, à toutes les mamans qui nous écoutent, à tous les hommes qui nous écoutent. Tu vois, sur les relations parents-enfants. Je suis pas sûre que, je veux dire, je n'ai pas spécialement l'impression. D'ailleurs, c'est peut-être toi qui vas m'interviewer pour le site, maman m'avait dit. Tu vas me poser une question, maman, tu vas écouter. Tu vas me dire, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'aurais aimé que maman me dise que, Ngako Jen, qu'est-ce que tu veux dire? Quels sont les conseils que je te donnerais aux mamans qui nous écoutent, notamment sur le fait de libérer la parole, pas spécialement sur si maman m'avait dit, mais dans leur vie de tous les jours, et aux enfants, garçons comme filles? Le conseil va être un peu court entre hommes et femmes. Nous ne sommes plus à l'époque de nos parents. À l'époque actuelle, il faut essayer d'être fusionnel avec vos enfants. Il faut beaucoup discuter. Je sais, il y a d'autres enfants qui ne sont pas proches. Ils ont peur de parler à leurs parents. Mais allez vers vos enfants. Écoutez-les, écoutez ceux qui veulent se faire écouter, aimez-les et laissez-les vivre leur vie. Mais bon, ce que je ne fais pas, malheureusement. Dites, faites ce que je dis. Ok, maman, j'ai compris.
Est-ce que tu es souvent soucieuse des personnes avec qui je vais être? Est-ce que ça t'inquiète? Qu'est-ce que tu te dis souvent? C'est... Ah ben oui, tu le sais, hein. Quand quelqu'un ne me plaît pas, je te dis, oh Diane, telle tête là, ça ne me plaît pas, hein. J'aime pas ta copine là ou ça oui. Parce que je suis une mère, je ressens, il y a des choses que je ressens et des fois, toi-même tu me dis souvent que maman, t'as raison. Ah oui, j'ai toujours les pressentiments, hein. Tu le sais, hein. Oui. Quand je te dis, stop, telle là, je ne la sens pas. Tu me dis, oh maman, un beau jour, tu me dis, oui maman, voilà. Respectez vos parents, voilà. Faut les écouter. Un parent reste un parent. Vous aussi, toi aussi, tu seras parent un jour et tu seras pareil. Merci maman. Chers auditeurs, chères auditrices, voilà la fin de la première saison de Si Maman m'avait dit, en compagnie de ma mère, qui est donc ma mère, que j'appelle Dinosaurus, parce que vraiment, elle n'est pas évidente, qui est aussi ma meilleure amie. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, depuis 10 ans, j'ai décidé que ma mère était mon socle, parce qu'en fait, à la fin de la journée, que vous montez ou vous descendiez, hein, quand c'est votre mère, là, elle doit vous protéger, vous lui donnez les secrets, elle doit garder, parce qu'elle-même, elle ne veut pas être souillée. Donc, c'est entre vous. J'espère que ces mots, vous n'avez peut-être pas entendu aussi, ces larmes, ces sourires, ces rires. En tout cas, voilà, son histoire, comme j'ai pu le dire, vous apportera un peu de lumière dans votre vie. N'hésitez pas, une fois de plus, à avoir des conversations et avec vos mères et avec vos pères. C'est une grâce de les avoir si on les a encore. Et à ceux et celles qui n'ont plus leurs parents, fermez les yeux, écoutez-les, entendez-les. Renseignez-vous peut-être auprès aussi de votre famille pour savoir qui ils étaient. Et je vous envoie beaucoup de force et beaucoup d'amour, spécialement à ceux qui ont perdu un parent. Alors n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire, aussi via Twitter, en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de belles choses. Et on se donne rendez-vous pour la saison 2. Toujours avec ma mère en photo. Merci beaucoup. Au revoir. Maman, tu dis au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao.